Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Chain Reaction, l'émission quotidienne de Cointelegraph, en direct sur X et YouTube dès maintenant. 15 heures à Londres, 16 heures à Paris, 18 heures à Dubaï, 10 heures à New York. Aujourd'hui, cependant, nous avons une grande conversation. Nous avons maintenant deux personnes que vous pouvez évidemment voir à l'écran en ce moment. L'une d'elles est Andrew Isaacs, qui est le cofondateur de Nero et le COO d'Aurum. Et Andrew et moi avons eu une conversation devant la caméra il y a environ une semaine, probablement jour pour jour, à New York, lors de la conférence UTH, qui était vraiment intéressante. Et en fait, j'aimerais approfondir encore plus ce terrier de lapin qu'est Nero. Et puis, je ne sais même pas si tu as encore besoin d'être présenté. Michael van der Pop, l'un des as et des noms les plus célèbres dans le domaine. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Tu es déjà venu plusieurs fois, mais c'est super de te revoir. Mon ancien co-animateur Gareth sera déçu d'avoir raté ça. Alors, commençons. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas Nero, je pense que c'est probablement le meilleur point de départ pour cadrer la conversation. Andrew, peux-tu nous donner un aperçu de ce qu'est Nero et du problème que cela résout? Absolument. Et merci de m'accueillir, Robert. C'est un plaisir de te revoir. Ça fait environ une semaine. Et Michael, évidemment, je suis un grand fan et un fervent soutien. Je te suis depuis de nombreuses années dans ce domaine. Donc je suis vraiment ravi d'être ici avec vous deux aujourd'hui. Je vais commencer par une sorte de vue d'ensemble de Nero. Oui, Nero est une solution non custodiale et cet aspect non custodial est essentiel. C'est une plateforme de trading IA non custodiale où l'utilisateur définit une stratégie et un niveau de risque et l'agent exécutera les opérations on-chain. L'élément le plus important ici, c'est que les fonds ne quittent jamais le portefeuille. Ces transactions sont exécutées où l'agent est activé via un smart contract. Les produits principaux que nous proposons sont évidemment notre Neurodex, le trading neuroagentique, et notre premier agent en direct qui s'appelle Quantum Alpha. L'accès à Quantum Alpha est actuellement disponible via une sélection, des partenariats et des programmes de parrainage. Mais honnêtement, cela a été conçu pour les traders qui veulent un peu de l'automatisation sans renoncer à la garde de leurs fonds ni à la transparence. Et comme pour beaucoup de choses avec les agents IA, le fait d'ajouter cette extension 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tout ce que vous faites dans la vie, nous avons vu évidemment, et comme le marché le sait, qu'avoir un agent qui exécute à votre place est, selon nous, la direction que prend le marché. Et nous nous attendons à ce que les choses s'accélèrent de manière assez significative sur ce point. Oui, c'est intéressant. Cela s'est vraiment accéléré très rapidement. Et donc, il y a un grand sujet que nous allons aborder pendant pratiquement toute cette émission, j'imagine, c'est l'aspect sécurité de tout cela, car c'est quelque chose qui peut passer entre les mailles du filet. Et l'IA s'est avérée être une sorte d'épée à double tranchant sur ce plan. Nous avons vu beaucoup d'innovations, mais cela a aussi permis à l'IA de s'immiscer dans certaines failles, et cela a causé des problèmes dans plusieurs domaines différents. Michael, je voudrais te donner la parole. En ce qui concerne l'IA, à quel point cela a-t-il changé ce que tu fais? Eh bien, je pense que cela a beaucoup changé, pour être honnête. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois que j'étais ici. Merci encore de m'avoir invité. Et aussi, Andrew, ravi de faire ta connaissance. En ce qui concerne l'IA et la croissance que nous avons observée dans tous les aspects des entreprises que nous possédons. Donc, que ce soit pour monter des épisodes de podcast ou pour mieux comprendre le fonctionnement des algorithmes liés au contenu sur les réseaux sociaux, cela s'est accéléré de façon considérable. Mais aussi, de l'autre côté, en ce qui concerne le trading, nous développons des stratégies quantitatives. Et avant que l'IA ne prenne vraiment son essor, nous devions tout faire manuellement. Mais maintenant, en une semaine, nous pouvons effectuer des mises à jour, ce qui, normalement, aurait pris de 3 à 6 mois à plusieurs développeurs pour réellement identifier les problèmes et les résoudre. Donc l'efficacité est énorme à cet égard. Cela permet de se développer plus rapidement qu'auparavant. Cependant, la difficulté avec l'IA, c'est que si vous ne comprenez pas complètement ce qu'elle fait et que vous n'avez pas une stratégie appropriée à utiliser avec l'IA, alors elle peut aussi vous entraîner dans une boucle négative. Donc, en ce sens, c'est aussi une arme à double tranchant. Par exemple, si vous êtes un mauvais trader et que vous ne savez pas comment trader, cela ne va pas vous fournir une stratégie de trading qui sera rentable dès le départ. Non, cela va plutôt vous mener vers une stratégie qui sera encore plus négative parce que c'est la boucle dans laquelle elle est coincée. Donc, c'est un peu les limites auxquelles nous sommes tous confrontés, mais c'est ainsi que nous le voyons. C'est drôle. Tu as dit quelque chose de similaire à ce qu'Eowyn a dit hier de la part de Binance.
Elle a dit qu'en gros, tu devrais toujours être le PDG et que l'IA devrait prendre certaines décisions, mais pas les grandes décisions globales. Cela devrait toujours être dicté par toi et la direction devrait être décidée par toi, ce que je trouve intéressant. Michael, encore une question pour toi. Tu penses que... Enfin, je ne sais pas quand tu es arrivé dans le secteur, mais je crois que tu y es entré avant moi, non? Penses-tu que l'IA pourrait finir par être la plus grande évolution que nous ayons vue? Je le pense, oui. Cela va vraiment changer nos vies. Mais actuellement, nous sommes dans une bulle de l'IA et c'est un peu survendu. Je pense que, en fait, j'ai utilisé toutes les versions de Cloud jusqu'à présent et je pense que Cloud Opus 4.1 a vraiment été un tournant. Mais si tu regardes Fable 5, pour les quelques jours où je l'ai utilisé, ce n'est pas tellement, c'est à peine mieux. C'est juste comme un nouvel iPhone d'Apple qui sort avec un autre appareil photo et une disposition différente ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas aussi exceptionnel que beaucoup de gens le prétendent, mais je pense qu'au final, oui, cela va changer nos vies, tout comme l'Internet l'a fait, tout comme la blockchain le fera. Donc, dans ce sens, je pense que c'est une grande avancée, mais pour l'instant, on arrive à la fin, ou du moins de ce qu'on peut accomplir avec l'IA, c'est ce que je ressens. Oui, tu veux dire les quelques jours que tu as eus pour utiliser Fable, c'est ça? Parce que Trump nous a coupé l'herbe sous le pied. J'étais en train de lui faire construire un prédicteur de Coupe du Monde quand Trump m'a coupé l'accès et il n'a même pas terminé. Il a supprimé tous les résultats. Pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, Trump a fait en sorte que le dernier modèle de Claude Fable n'est pas disponible en dehors des États-Unis, y compris pour nos employés d'Anthropic qui sont à l'étranger, ce qui pose un autre problème. Bon, écoute, Andrew, je veux revenir vers toi. D'abord, as-tu des réflexions à partager jusqu'ici? Parce que, je veux dire, Michael a soulevé plusieurs points intéressants. As-tu quelque chose à ajouter à ce sujet? Oui, enfin, la seule chose que j'ajouterais, c'est que je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'il dit, à savoir que la seule chose qui me trotte toujours dans la tête, c'est que, tu sais, le reste encore à écrire. Je ne pense pas que nous, enfin, en tant que profanes ici, comprenions vraiment quelles sont les capacités, n'est-ce pas? Et donc, nous utilisons au mieux de nos capacités, tu sais, des produits et des solutions de nouvelle génération qui deviennent disponibles. Nous n'avons pas forcément une idée claire de ce que l'avenir nous réserve, surtout à mesure que ces agents, que l'IA dans son ensemble développe son propre niveau d'intelligence. Et donc, je pense qu'il est en fait vraiment difficile de s'asseoir ici et de prédire l'avenir, parce que je dirais que la plupart des gens n'ont aucune idée du véritable pouvoir que nous commençons à libérer ici, pour le meilleur ou pour le pire, n'est-ce pas? Et donc, je suis d'accord avec Michael. Il y a toujours beaucoup de battage médiatique quand quelque chose est nouveau et tout le monde veut l'essayer. Mais nous, vraiment, à mon avis, ne faisons peut-être qu'effleurer la surface de ce que sont ses véritables capacités. Et cela est à la fois excitant et effrayant en même temps. Et ce avec quoi je suis d'accord avec Michael, pardon, je vais finir par y arriver. Je vais y arriver environ 5 fois sur 10, ou alors je vais continuer à changer, histoire de vous garder en alerte. Mais vous savez, un agent pour quoi que vous fassiez, n'est-ce pas tant qu'il ne pense pas complètement de façon autonome et qu'il ne commence pas à ignorer ce que vous vouliez faire dans une certaine mesure. Il va vous pousser dans la direction dans laquelle vous alliez déjà, n'est-ce pas? Et vous savez, on a vu ça même avec certains agents classiques, que ce soit ChatGPT ou Claude, ils ont tendance à ne pas s'opposer à ce que vous recherchez, mais à trouver des moyens d'être d'accord avec vous et à accentuer davantage ce que vous essayez de faire. Donc, si vous êtes sur une voie quelque peu erronée, il faut vraiment surveiller cela de près pour éviter que l'agent ne vous donne simplement plus de munitions pour continuer à avancer dans cette direction à un rythme encore plus rapide. Je pense que quelle que soit la voie que vous empruntez, moi, que ce soit l'ingénierie, le trading ou la crypto, il faut d'abord avoir de bonnes bases et je pense que c'est l'une des choses qu'on apprécie chez Nero, n'est-ce pas? C'est que il y aura des agents dont vous pourrez copier les trades. Donc même pour le trader plus novice, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un développe du jour au lendemain sa propre stratégie de génie pour y parvenir. Ce serait comme dire: «Voici quelques-uns des agents les plus performants». Vous pouvez les copier et définir certains de vos adapter, devrais-je dire, certains de vos paramètres de risque autour de cela, mais on ne s'attend pas à ce que les gens, les traders novices, devrais-je dire, commencent de zéro, parce que cela pourrait, vous savez, s'avérer être un exercice vain. Michael, Je veux dire, je pense que lorsqu'il s'agit d'IA, je crois que dans le domaine du trading, cela devient déflationniste pour toute stratégie complexe. Parce que si l'on remonte 10 ans en arrière, si vous vouliez construire une stratégie quantitative complexe, il fallait engager 15 développeurs pour réellement la mettre en place. Avec beaucoup de connaissances,
Et aujourd'hui, avec l'IA, il devient beaucoup plus facile pour soi-même de construire une stratégie que l'on peut ensuite exécuter. Et c'est la deuxième partie. En fait, nos cerveaux sont tous une certaine forme d'IA de toute façon. Cependant, nous nous fatiguons, nous avons d'autres facteurs émotionnels. Donc, par exemple, je me suis cogné l'orteil, alors je ne peux pas trader correctement, ou quoi que ce soit d'autre qui se passe et qui nous rend moins performants et un agent IA peut exécuter. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le cadre que vous avez conçu, basé sur ce que vous avez en tête. Parce qu'à l'heure actuelle, l'IA ne peut pas encore créer quoi que ce soit de nouveau. C'est simplement une réinterprétation de ce qui s'est déjà produit dans le passé. Donc, cette créativité vient de votre cerveau. Et si vous transférez cela dans un agent IA, il peut, par exemple, trader efficacement aussi longtemps qu'il en est capable. Donc, ce sont en quelque sorte les plus grandes avancées, à savoir la réduction du coût de création d'une stratégie. Et aussi l'optimisation de l'exécution pour construire un agent IA dédié à votre entraînement personnel, ce sur quoi je pense que Andrew est d'accord avec ce qu'il développe et ce qu'il essaie de proposer à tous ceux qui souhaitent s'entraîner via un agent IA. Vous savez, j'ajouterais aussi à cela que la beauté d'un agent, c'est qu'il élimine dans une certaine mesure tout biais personnel, n'est-ce pas? Sans agent, vous voyez ce que montrent les données, vous voyez où va le marché, mais vous avez toujours cela, cette sorte de ressenti à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Et au fil des années, on a vu beaucoup de gens se faire complètement ruiner parce qu'ils ont tendance à s'accrocher à quelque chose, vous savez, à ne pas sortir d'une position ou à faire quelque chose, parce qu'ils ont un biais sous-jacent, n'est-ce pas, qui brouille potentiellement leur prise de décision. Vous savez, donc évidemment, les meilleurs traders du monde ont une discipline incroyable. Je dirais que potentiellement beaucoup de traders ne l'ont pas. Et ce qui est magnifique avec un agent, c'est qu'il rééquilibre considérablement cette balance. Penses-tu qu'il serait juste de dire que cela ne supprime peut-être pas les biais, mais change les types de biais que nous verrons? Parce qu'il y a évidemment des biais humains, mais nous avons vu que les LLM ont des biais différents envers différentes choses. Ils les forment simplement d'une nouvelle manière. Et aussi, je me demande, enfin, on devient assez méta ici, peut-être même trop méta, mais penses-tu que peut-être cette dimension émotionnelle, dans le trading, qui est généralement, il semble, une perte nette, vous avez tous bien plus d'expérience que moi dans ce domaine. Mais souvent, vous travaillez, vous tradez des entreprises qui sont aussi dirigées par des personnes avec des émotions, qui peuvent prendre des décisions qui n'ont peut-être pas toujours de sens. Et penses-tu qu'il y a peut-être encore un léger avantage humain que les données ne peuvent pas saisir? Oui, je serais curieux de voir, Michael, ton avis là-dessus. Je remplacerai le mot que j'utilise, biais, par émotion, juste pour prendre un peu de recul en réfléchissant à ce que l'agent peut faire. Et donc, tu sais, certains des plus grands traders au monde vont retirer l'émotion, devrais-je dire, de leurs activités. Et je pense qu'au moins, les agents n'ont aucune émotion, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas forcément un biais, mais ils ne tradent pas avec émotion, n'est-ce pas? Il n'y a pas de trading de revanche ni de tentative de doubler la mise. Il s'agit simplement de s'en tenir, tu sais, à des choses programmatiques. En ce qui concerne les biais, je pense que plus les agents deviennent intelligents, plus ils vont simplement prendre des décisions plus intelligentes à partir des données dont ils disposent. Il me serait difficile ici d'évaluer comment ces biais pourraient évoluer. Question plutôt générale. Mais je pense vraiment que l'émotion est complètement retirée de l'équation, à condition que tu n'ailles pas outrepasser ton agent, ce qui irait à l'encontre du but recherché. Michel. Oui, je pense que ça va dans les deux sens. Donc, les émotions peuvent être un obstacle lorsqu'il s'agit de faire du trading, mais l'intuition, dans certains cas particuliers, peut aussi être bénéfique pour soi. Parfois, si tu es un bon trader, c'est juste ce pressentiment qui surgit parce que tu as déjà vu des milliers de graphiques et de scénarios auparavant, ce qui fait que la décision se prend d'elle-même. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver ici. Ensuite, un agent IA pourrait ne pas vraiment détecter ce cas particulier dans le cadre qui a été conçu pour lui, quel que soit le framework de trading que tu utilises. Mais je suis d'accord que 95% du temps, l'exécution via un agent IA et un framework sera bien meilleure que celle de n'importe quel humain lambda. Mais tout cela dépend ensuite de ce que l'humain a intégré comme code sur lequel l'IA peut exécuter. Par exemple, si tu n'as pas une bonne stratégie, comme lorsque tu vas sur n'importe quelle plateforme d'échange classique et que tu vois ces robots de trading en grille, ils sont tellement simplifiés qu'ils peuvent parfois fonctionner, mais la plupart du temps, ils ne fonctionnent pas. C'est un peu la même chose que si tu vas sur une plateforme d'échange classique et que tu copies les trades d'un trader manuel qui a bien fonctionné par le passé.
Aucun d'entre eux n'est vraiment efficace car il est très complexe de construire la bonne solution. Mais avec l'IA, on permet en réalité aux gens de la construire de façon moins coûteuse, plus rapide, plus efficace, ce qui abaisse la barrière pour trader de manière rentable. Et c'est là que le cas particulier, ou plutôt le cas réel, entre en jeu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est un peu la mission de Nero, n'est-ce pas? Ajouter cette couche d'intelligence bien au-dessus ce que font ces bots de trading simple, de type gris, qui existent sur le marché. Parce que, encore une fois, mais la plupart du temps, ils ne sont performants qu'en fonction de leur dernière série de transactions, n'est-ce pas? Mais du moins, d'après mes recherches sur les plus simples, il n'y a aucun niveau d'intuition agentique. Très bien. Je voudrais parler davantage de l'autre aspect, qui concerne essentiellement le risque et la sécurité. Maintenant, il y a évidemment l'aspect vraiment trivial, où l'on a vu des gens donner à des agents IA très basiques l'accès à un portefeuille crypto. Et ils le perdent pratiquement aussi vite que possible. Mais c'est plus compliqué que ça. Même lorsque nous développons des solutions sophistiquées, il subsiste un certain nombre de problèmes. Andrew, en construisant Nero, tu es évidemment particulièrement conscient de ces risques, mais quels sont-ils? Oui, je veux dire, c'est avant tout. Et donc, je vais aborder cela sous plusieurs angles, d'accord? Mais tu sais, pour nous, au moins, la sécurité, oui, c'est vraiment la priorité absolue. Tu pourrais demander à n'importe qui, il préférerait ne pas tout perdre plutôt que de gagner de l'argent, n'est-ce pas? On en a parlé plus tôt, mais la vitesse à laquelle l'IA évolue est vraiment considérable. Et les choses évoluent tellement vite qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont simplement dans une course pour livrer rapidement, n'est-ce pas? Et en allant plus vite, tu sais, l'un des raccourcis que certains peuvent de prendre, c'est de sauter les niveaux de sécurité nécessaires. Parce que tu sais, tant que ça fonctionne, que ça marche, n'est-ce pas? Donc tu le mets en ligne, mais tu restes un peu dans l'esprit de croiser les doigts en espérant que rien ne tourne mal. Et pour certaines des choses qu'on a vues, c'est une réflexion de dernière minute, n'est-ce pas? Ou du moins, ce n'est pas la priorité numéro un. Et tu sais, nous avons fait de la sécurité notre priorité numéro un parce que pour nous, ça n'avait aucun sens autrement. Construire quelque chose qui fonctionne et qui peut faire des choses, si ce n'est pas sécurisé et si les gens ne se sentent pas en sécurité en l'utilisant, n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Comme vous le savez tous les deux, les failles dans les smart contracts sont permanentes sur ce marché. Il n'y a aucun recours, aucune assurance, les fonds sont perdus. Tu sais, et évidemment, les agents IA ont des permissions d'exécution, mais un contrat vulnérable n'expose pas seulement leurs fonds, il peut potentiellement exposer toute la logique de trading, n'est-ce pas? Donc pour nous, nous avons vraiment, vraiment investi beaucoup de ressources, de temps et d'argent en nous concentrant sur la sécurité. Donc pour nous, tu sais, je ne dirais pas que la sécurité est une fonctionnalité, c'est nécessairement une fondation et c'est là-dessus que se construisent pour nous les rendements et la confiance. Donc oui, avant tout, il s'agit simplement de s'assurer que ce que nous avons en termes de smart contract est aussi sécurisé que possible. Mais c'était la priorité numéro un pour nous. Oui, j'ai vu que vous aviez fait plusieurs choses pour aller dans ce sens. L'une d'elles est le hack et l'audit. Oui, Pourquoi était-ce important de faire cela? eh bien pour plusieurs raisons, n'est-ce pas? Je veux dire, on peut dire à quelqu'un que c'est sécurisé et on peut faire nos propres tests dessus. Mais le fait qu'un tiers indépendant audite réellement quelque chose, premièrement, c'est un excellent gage et saut d'approbation. Deuxièmement, n'est-ce pas? Nous, Nous voulons encourager les gens à utiliser notre produit, n'est-ce pas? Et savoir qu'il a été validé, savoir qu'il a passé un audit indépendant par un tiers crée, vous savez, un sentiment de confiance bien plus grand que si nous disions simplement faites-nous confiance, n'est-ce pas? Donc, vous savez, je sais que dans le langage crypto, n'est-ce pas? C'est ne faites pas confiance, vérifiez. Donc pour nous, c'était comme, vous savez, ne faites pas confiance, auditons. Et donc, vous savez, nous avons choisi Aken, c'est l'une des les sociétés de sécurité de smart contract les plus respectées, so comme vous le savez, sur le marché. Et ils ont réalisé un examen indépendant de chaque fonction du contrat, du contrôle d'accès, des cas limites. Et notre objectif ici était vraiment qu'ils essaient de casser le code, de tenter de le casser, pas simplement de confirmer qu'il fonctionne, n'est-ce pas? Donc chaque vulnérabilité trouvée devait être résolue avant tout type de déploiement. Et encore une fois, vous savez, je viens d'un milieu TradFi et vous savez, avant de faire quoi que ce soit d'important, la quantité de diligence requise, que ce soit pour une opération de fusion-acquisition, n'est-ce pas? Que ce soit, tu sais, comme Michael, comme tu le sais probablement aussi, n'est-ce pas? Que tu investisses dans une startup ou que tu fasses quelque chose, n'est-ce pas? À moins que tu ne veuilles tout simplement jeter ton argent, mais vous êtes des investisseurs avisés, n'est-ce pas? Les traders intelligents, les banquiers intelligents vont faire le niveau de diligence nécessaire, n'est-ce pas? Pour s'assurer que ce qu'on leur dit est en fait bien ce qui existe réellement.
Et donc, tu sais, c'était évidemment crucial pour nous. Et tu peux trouver notre rapport d'audit public sur hacken.io/audit/narrow. Et nous avons actuellement un audit CERT-K en cours, ce qui nous donnera, tu sais, 2 retours indépendants de la part de 2 entreprises de premier plan. Donc oui, je pense que Robert, pour répondre à ta question, donc la sécurité et le fait de s'assurer que les utilisateurs qui vont utiliser notre plateforme sachent que nous avons pris toutes les mesures possibles, n'est-ce pas, pour garantir que tout est sûr, sécurisé et fonctionne comme nous l'avons annoncé. Oui, Michel, je veux te poser cette question parce que, tu sais, j'ai suivi ton contenu depuis longtemps et je t'ai déjà lancé des fleurs une fois, mais je recommence. J'ai suivi ton contenu depuis longtemps et ce que j'avais l'habitude de faire, ce que j'en retirais, c'est que je m'intéressais moins à ce dans quoi tu investissais ou ce que tu faisais. Pas que tu recommandais explicitement quoi que ce soit, mais j'étais surtout intéressé par le pourquoi, comme pourquoi tu t'intéressais à quelque chose, ce que tu expliquais toujours très bien. À quel point la sécurité joue-t-elle un rôle aujourd'hui dans ce que tu examines? Si tu t'intéresses à un nouvel actif, un nouveau protocole, un nouveau token, peu importe, à quel point tu fais attention à l'aspect sécurité? Je pense que, eh bien, au sein de notre fonds de capital risque, nous considérons la sécurité comme l'un des piliers fondamentaux. C'est quelque chose qui doit être fait, que ce soit par le biais d'audits ou autres, pour vraiment vérifier si la blockchain est suffisamment sécurisée. Je pense que sur ce sujet, nous avons vu certains exploits se produire au cours des derniers mois, et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont trop peur ou sont trop prudents vis-à-vis des blockchains en général, alors qu'elles ne sont pas du tout dangereuses. C'est juste que nous avons vu certaines étapes franchies avec certains protocoles. Ce n'est pas comme si chacun d'entre eux avait un problème. Au sein des fonds, je pense que la sécurité, comme Andrew l'a dit, définie comme un risque. Et si nous pouvons couvrir et gérer notre risque, c'est là que nous trouvons notre alpha. Donc, qu'il s'agisse d'un risque en termes de risque delta, si les marchés évoluent dans une certaine direction, nous aimerions couvrir cela autant que possible. Cela passe aussi par la création d'un algorithme qui s'exécute de manière autonome. Si nous avons là des mesures de risque ou des cas limites que nous ne pouvons pas gérer correctement, il faut d'abord s'en occuper. Ou alors modifier entièrement la taille de nos opérations de trading. Donc, le risque est par définition le facteur le plus important que nous contrôlons. Parce que si vous gérez cela correctement, les récompenses viendront de toute façon. Donc oui, à tous les niveaux, c'est important. Je veux dire, regardez, même après le piratage et l'audit, nous sommes même allés encore plus loin, surtout en ce qui concerne les cas limites. Nous avons donc mis en place Hack and Proof comme un bug bounty ouvert, avec des centaines de chercheurs white hat dans le monde entier, attaquant simultanément le code. Donc vraiment essayer de trouver ces nouveaux vecteurs d'attaque, différentes personnes détectant différentes choses, mais encore une fois, il faut rester centré sur l'alignement et sur les découvertes vérifiées. Vraiment, vraiment, je ne saurais trop insister là-dessus. C'est une telle priorité pour nous parce qu'il suffit d'une seule perte, n'est-ce pas? Et il est très difficile de regagner la confiance. Et si votre code est vulnérable et qu'il y a un risque, il est très difficile de s'en remettre. Michael? Je pense que j'aimerais aussi ajouter que si vous commencez à réfléchir à cela, alors et le fait que l'IA trouve des bugs dans la blockchain n'est pas vraiment un miracle car les blockchains sont encore relativement récentes. Mais je pense que c'est une thèse pour les blockchains et les protocoles en général, parce qu'une fois que l'on commence à trouver des failles dans notre système financier que nous connaissons, il est très difficile de trouver des solutions à cela. Donc je pense qu'à long terme, cela va en réalité être productif pour les blockchains. Elles ont encore la flexibilité de changer complètement leur plan, modifier les couches, changer le code et tout ce qui s'ensuit afin de rendre le système plus sûr et plus robuste à l'avenir, ce que notre système financier n'a probablement pas la possibilité de faire. Oui, je veux dire, pour l'instant, tout d'abord, je suis entièrement d'accord. Je pense que même si cela fait mal à court terme, c'est bénéfique pour l'industrie à long terme. Mais à court terme, tu sais, quand tu continues d'investir dans ce secteur, quand tu vois des audits de Hacken et de Certic, est-ce que ça rassure? Est-ce le genre de choses que tu recherches, Michael? C'est l'un des facteurs. Je veux dire, si tu ne passes pas l'un de ces audits, alors il n'y a clairement aucune raison d'investir dans le protocole. Mais j'ai aussi vu des protocoles qui passaient les audits et que je trouve un peu douteux. Mais je pense que c'était il y a environ 4 ans. Donc tout cela s'est énormément amélioré.
Mais une fois que nous voyons certains protocoles arriver sur notre bureau, nous vérifions l'équipe, on vérifie la tokenomics, l'adéquation produit-marché et surtout la sécurité. Et si tu n'as pas d'audit, alors tu ne passes pas à l'étape suivante. Oui, je pense que ça a beaucoup de sens. Aussi, Andrew, tu as mentionné un aspect intéressant à ce sujet, à savoir hack and proof. J'ai beaucoup réfléchi à cela dernièrement. Hack and proof est intéressant parce que c'est une forme de crowdsourcing. Ce genre de démarche me plaît toujours beaucoup et je pense qu'elle a déjà prouvé son efficacité par le passé. Et je pense, il me semble que la meilleure option pour analyser la sécurité de quelque chose, c'est un mélange de crowdsourcing et d'IA. Cela semble aborder le problème sous deux angles différents. Tu penses que c'est juste de dire ça? Oui, absolument. Et tu sais, c'est presque comme une approche de défense à double niveau d'une certaine manière. Donc, ce que Michael disait, il était totalement juste. Si tu n'arrives pas à passer un audit indépendant, alors pourquoi quelqu'un voudrait-il aller plus loin, n'est-ce pas? Donc pour nous, c'était un mal nécessaire, tu vois? Il faut réussir à passer les vecteurs d'attaque standards de vulnérabilité connus, obtenir la validation. C'est au niveau 2, n'est-ce pas, qui concerne la résistance au piratage, ce qui permet de passer à l'étape suivante, à savoir évidemment les tests adversariaux ouverts, n'est-ce pas? Tu sais, des schémas inédits auxquels aucune équipe ne penserait forcément à mettre en place. Donc pour nous, avoir cette structure de défense à double niveau était essentiel, tu vois? Je pense que, tu sais, avoir les audits de Certic et Haken réalisés, ce n'est qu'une étape, tu vois? C'est une première étape et elle est nécessaire. Ce n'est pas un simple atout, c'est une nécessité, tu comprends? Donc si tu réfléchis à l'architecture non custodiale, plus les contrats audités 2 fois, tu vois? C'est, de notre point de vue en tout cas, l'un des postures de sécurité défendables dans le trading IA aujourd'hui. Mais encore une fois, nous étions vraiment déterminés à avoir une sorte de structure à double défense, voire une triple défense si possible, tu vois. Mais je ne pourrais pas être plus d'accord avec Michael tout à l'heure. Nous sommes totalement d'accord. Donc ce qu'il a dit plus tôt, c'est que c'est simplement un élément essentiel à cocher. Et ces entreprises, elles ont parcouru un long chemin depuis les débuts de la blockchain. Ils sont soumis à des normes plus strictes et nous continuons d'observer cela. Et puis évidemment, tu sais, quand tu as un programme public de bug bounty ouvert, c'est un vrai signal de confiance, non? Les rapports sont publics. Ils ne peuvent pas être falsifiés. Et tu as exactement ce que tu as dit, Robert, en quelque sorte des gens open source qui essaient de trouver des failles et des bugs dans ton... Oui, je suppose que j'ai une question, donc je fais peut-être quelques suppositions ici et je peux me tromper. Mais optimiser pour la sécurité, il me semble, encore une fois en tant que profane, mais il me semble que c'est la bonne stratégie à long terme si tu veux réussir dans ce domaine. Ça paraît d'être le bon choix. Mais cela semble aussi, et c'est là mon interprétation, très coûteux et potentiellement risqué à court terme. Surtout si on compare avec l'optimisation pour des choses comme le battage médiatique, qui évidemment a traditionnellement très bien fonctionné dans ce secteur. Si vous réussissez, qu'est-ce qui vous assure que c'est la bonne chose sur laquelle vous concentrez? Pour vous assurer d'avoir la meilleure sécurité, vous? Je pense que, vous savez, tout le monde a des ressources limitées, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez choisir de vous concentrer sur le battage médiatique, et cela peut être bénéfique pendant un certain temps. Et si les choses tournent mal, au final, ce coût retombera sur l'utilisateur. Ou alors, vous pouvez choisir d'optimiser pour la sécurité, peut-être au détriment du battage médiatique, ce qui peut potentiellement prendre plus de temps pour passer à l'échelle ou pour obtenir vos moments viraux ou vos effets de mode. Mais ce sera plus durable. Vous serez là sur le long terme et vous aurez la confiance, n'est-ce pas? Et donc, c'est une base essentielle. Et si davantage de projets avaient fait ce choix, il y aurait probablement beaucoup plus de gens dans la crypto, sans avoir perdu autant d'argent qu'ils en ont perdu. Et nous aurions probablement vu beaucoup plus de projets perdurer sur le long terme. Donc beaucoup de personnes qui étaient là avec de bonnes idées, potentiellement une bonne architecture, de bonnes choses, se sont simplement laissées entraîner par le battage médiatique et les raccourcis. Et des gains très court terme. Et vous savez, malheureusement, on s'est retrouvé dans un espace où beaucoup d'investisseurs particuliers ou de gens du grand public se sont fait arnaquer et vraiment énormément, énormément d'argent a été perdu dans le système, n'est-ce pas? Et donc, une partie de l'évolution, n'est-ce pas? Et amener ces projets là où ils doivent être, c'est s'assurer que les ressources et les coûts soient à la charge des architectes du projet et non pas, en fin de compte, supportés par les utilisateurs. Oui, je trouve cela intéressant. Michael, je vais te poser la question. Je pense que oui. Au fil des années où j'ai été dans ce domaine, j'ai vu une multitude de projets s'effondrer, certains auxquels je m'intéressais. Et généralement, je dirais sans données précises, mais je pense que la cause la plus fréquente était probablement une sorte d'arnaque, peut-être un piratage.
Ils ont certainement empiré en termes de conséquences pour le projet. Maintenant, cela semble un peu différent, avec l'IA qui pourrait potentiellement révéler on ne sait quoi à mesure que les LLM évoluent. Michael, lorsqu'il s'agit d'investir dans des projets, penses-tu qu'aujourd'hui, une sorte de... Je ne veux pas orienter la question en parlant d'une défaillance de sécurité catastrophique, mais une défaillance de sécurité, ce n'est pas rien. Penses-tu que cela sera fatal pour les projets à l'avenir? Est-ce que ce sera de plus en plus difficile d'y survivre? Je le pense, oui. Je crois que j'ai déjà reçu Sergey dans l'émission une fois, Sergey Nazarov, et il a dit que les protocoles blockchain ne sont pas conçus pour les 95% du temps où ils fonctionnent. Ils doivent être conçus pour les cas exceptionnels. Et je pense que c'est là l'essentiel. Si ce n'est pas possible, par exemple, s'il y a un cas extrême ou s'il y a un crash et que tout s'effondre pendant cette période, alors il n'y a aucune raison d'utiliser une blockchain car la blockchain doit fonctionner précisément pendant ces périodes et pas seulement quand tout se passe bien. Donc je pense que dans beaucoup de ces cas, ce sera un gros défi à surmonter. Mais je pense qu'à l'inverse, si les protocoles sont construits de manière réellement sûre et sécurisée, il faudra beaucoup plus de temps avant d'atteindre cette croissance exponentielle en termes d'adoption. Parce que les acteurs qu'ils attirent pour utiliser la blockchain sont différents et ont des exigences de sécurité ou des normes de sûreté plus élevées. Et c'est probablement pour cela que l'on voit beaucoup de protocoles qui, à ce stade, ne décollent pas vraiment encore, car ils sont encore en train de construire ces couches de sécurité au sein de leur propre protocole. Et si l'on réfléchit à cela, alors je pense que beaucoup de protocoles qui existent depuis 2017, 2018, 2019 pourraient ne pas encore avoir pris de la valeur. En termes de prix des actifs ou de prix des tokens, ils n'ont peut-être pas encore augmenté, mais ils ont fondamentalement continué à croître, même pendant les marchés baissiers, afin de s'assurer qu'une fois que l'effet de réseau se mettra en place, ils soient prêts à le faire de manière sûre et sécurisée, dans le but d'augmenter réellement l'adoption de la crypto. Oui, pour rebondir là-dessus, et je pense que je vais poser cette question à vous deux, mais Michael, je vais rester avec toi pour l'instant. Avec le changement que nous avons observé dans le secteur, où, tu sais, en 2017, 2020 et 1, c'était très axé sur le retail. Maintenant, c'est davantage axé sur les institutions et quand tu vas à la plupart des événements, tu vois qu'il y a beaucoup de preuves de cela. Maintenant, on a l'impression que le problème de sécurité est encore plus important parce que, tu sais, les institutions ont des garde-fous plus stricts. Elles font preuve de plus de diligence raisonnable. Penses-tu donc que, pour attirer l'argent institutionnel dans ce genre de choses, la sécurité doit être encore meilleure qu'elle ne l'était lorsque le retail était, tu sais, le principal moteur? Absolument. Je pense que cela nécessite l'implication de beaucoup plus de normes de sécurité, mais cela nécessite aussi beaucoup d'interventions juridiques et réglementaires pour assurer la conformité. Ainsi, toutes ces institutions sont en réalité capables d'exécuter des opérations on-chain. Je pense que nous sommes à ce stade, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus attirer l'intérêt du retail. Je pense que la raison pour laquelle l'introduction en bourse de SpaceX que nous avons vue a en fait attiré beaucoup de gens vers les tokens. Encore une fois, parce que on-chain, on pouvait réellement échanger les actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et on pouvait vraiment, avec un slippage plus faible, des frais réduits et tout un tas d'autres avantages. Donc, peut-être que nous disions que le retail n'était pas intéressé, mais tout à coup, ce que nous avons construit pour les institutions devient aussi intéressant pour le retail. Et ainsi, cela attire tous ces groupes-là. Donc, à cet égard, et il y a eu des années, au cours des 4 à 5 dernières années, où tous ces protocoles étaient en train de se construire, je pense que nous sommes à la, comme c'est la première, le quart du match où l'on entre dans cette courbe exponentielle où, en termes d'adoption, soit ce sera l'IA décentralisée, soit ce sera le calcul décentralisé, soit ce sera simplement le trading on-chain des RWAs, où toutes ces narrations, et la défi arrive aussi. Mais je pense qu'on est vraiment à ce stade et on peut déjà le voir se produire depuis quelques semaines. Oui, Andrew, avant que tu interviennes, je pense que tu as tout à fait raison. Et hier, Binance a partagé un rapport avant l'émission, un rapport public que tout le monde peut consulter à propos de leurs actions tokenisées. Et celle de SpaceX est presque immédiatement devenue leur deuxième actif le plus échangé sur toute la plateforme, juste derrière le Bitcoin. Donc je pense que tu as raison, l'intérêt du retail est bien là. Ça s'est peut-être un peu essoufflé après. Tu sais, après FTX, il y a eu évidemment un gros engouement, puis ça s'est effondré.
Je pense qu'il y en avait peut-être. Nous avions juste besoin de mûrir un peu en tant qu'industrie. Andrew, tu as évidemment une expérience dans la finance traditionnelle. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, enfin, ce n'est pas comme si on avait épuisé tout l'intérêt du retail en 2017 et 2021, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on voit une nouvelle évolution ou une nouveauté, on attire une nouvelle vague d'intérêt du retail. Et je ne pense pas que tu verras une adoption institutionnelle sans un fort intérêt du retail, n'est-ce pas? Donc je pense qu'ils vont fonctionner de pair côte à côte, un peu comme ce que disait Michael. Mais encore une fois, je pense que les bons projets, vraiment, qui sont là sur le long terme, comme SpaceX, SpaceX est une entreprise phénoménale, n'est-ce pas? Donc toute personne intéressée va chercher la voie la plus simple pour participer à cette aventure, n'est-ce pas? Donc l'affaire SpaceX ne m'a pas du tout surpris. Et je pense que la blockchain a simplement facilité l'accès à cette histoire pour de nombreux investisseurs particuliers. Et pas seulement sur certaines des plateformes TradFi. Donc honnêtement, ça ne me surprend pas du tout, parce que si tu as des fonds sur Binance, peu importe où ils sont, et tu vois SpaceX, tu as une vision à long terme et tu comprends un peu quelle est la mission. Oui, tu voudrais en faire partie. Pourquoi ne voudrais-tu pas en faire partie? Et donc, alors que nous voyons de nouveaux produits émerger, potentiellement natifs de la crypto, je pense que ce que nous avons aussi constaté, c'est une augmentation significative du niveau d'intelligence des investisseurs particuliers. Je pense que les investisseurs particuliers ont vu beaucoup d'histoires d'horreur et je pense qu'ils deviennent simplement de plus en plus intelligents. Je suis d'accord avec Michael, il faut le bon niveau de régulation. Cela oblige les gens à faire ce qu'il faut en matière de confiance. Donc je pense qu'on pourrait assister à une renaissance ou à un retour des fonds de détail vers de bons projets. Je pense que ce qui a changé entre maintenant et 2017, c'est qu'en 2017, si ta société mentionnait la blockchain, tu vois, et que tu étais un gars qui vivait dans un sous-sol quelque part, non, vraiment, avec le bon niveau de battage médiatique et d'activité sur Twitter, tu pouvais attirer des gens. Et je pense qu'on peut espérer que cette époque est révolue. Et maintenant, cela permet vraiment aux gens de prendre des positions dans des entreprises qui vont réellement créer des choses. Je pense aussi que là où on a évolué, c'est que la blockchain typique oblige désormais les entreprises à vraiment faire quelque chose, tu vois. Tu ne peux plus simplement avoir quelque chose sur la blockchain et t'attendre à ce que ça marche, tu vois. La blockchain, si tu remontes au début des années 2000, tu vois, mec, si tu étais une entreprise d'e-commerce, tu étais au centre de tout le battage, non? Aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises font de l'e-commerce, non? Pratiquement tout le monde a un site web et peut faire des choses. Je ressens la même chose à propos de la blockchain, tu vois, avec le temps, tu vois? Ou peut-être que je ne devrais même pas dire blockchain, mais je pense que je ressens la même chose, même simplement à propos de la tokenisation. Avec le temps, je ne pense pas qu'on parlera encore de token. Ça va simplement devenir une partie de tout ça. Je possède une part de ceci. C'est pareil pour les stablecoins, tu vois? On les appelle des stablecoins. Et si tu avances dans le futur, ça ne sera plus que de la monnaie, tu vois? Les enfants d'aujourd'hui qui ont 5 ou 6 ans ne sauront même pas faire la différence. Pour eux, l'USDC, c'est juste une monnaie stable. Ils vont simplement se dire, je voulais acheter quelque chose et c'est comme ça que je l'ai fait parce que c'est comme ça que je dépense mon argent. C'est ça. Et donc, je pense que tu vas juste voir cette transition. Et, et ce ne sera plus, oh, c'est une entreprise blockchain ou c'est une entreprise crypto. Je pense que ces mots existeront toujours avec le temps, mais ils ne signifieront plus forcément ce qu'ils signifient aujourd'hui. Ce sera simplement la façon dont les entreprises classiques sont construites, la manière dont elles choisissent de suivre leur stock, la manière dont elles suivaient les expéditions, la manière dont elles faisaient les choses. Je pense juste qu'on va en arriver là, et je crois vraiment que c'est pareil pour les stablecoins. Mais à l'avenir, on ne les appellera plus des stablecoins, n'est-ce pas? Pensez-y. Quand le dollar s'est détaché de l'or, n'est-ce pas? On ne l'a pas appelé dollar stable. On l'a juste appelé dollar, non? Mais c'était en fait un dollar stable, parce que l'élément de stabilité, c'était le gouvernement, n'est-ce pas, dans une certaine mesure. Mais bon, bref, c'est juste une façon d'accélérer les choses vers le futur. Mais alors, et alors, je pense, de façon plus globale, je pense que les bons projets, ceux qui font vraiment des choses significatives, vont probablement connaître beaucoup plus d'activités qu'ils n'en auraient eu en 2017. Et je pense que ça va devenir vraiment difficile pour les gens qui montent des arnaques ou ce genre de choses de continuer à s'en sortir, tu vois. Je pense que c'est ma vision à long terme. Oui, je veux dire, c'est difficile de contredire tout ça. Et même si la période de l'ICO était un moment particulier, ça va être difficile de reproduire ça, tu sais. Et je pense aussi qu'on se concentre davantage sur les problèmes que ça résout. Et on a mentionné SpaceX plusieurs fois, et Andrew t'a dit que c'était le cas.
Les gens se ruent vers le chemin de moindre résistance, mais ils se ruent aussi, dans certains cas, vers le seul moyen d'avoir accès à SpaceX, non? C'était la seule façon pour eux de le faire, c'était en passant par là. Ce qui montre que ça résout un problème. Michael, tu penses que tout ça va simplement passer en arrière-plan maintenant? Et on va moins parler de la blockchain et peut-être, tu sais, dans 10 ans, on parlera moins de l'IA et ce sera juste des choses qui fonctionnent en arrière-plan, de la même manière. On ne dit plus qu'on est une entreprise en ligne, c'est juste, tu sais, la norme. Je pense qu'à un moment donné, ça devient la norme et finalement, si mes parents utilisent une application sans savoir que c'est de la blockchain, tout comme ils ne savent pas que c'est du HTML, c'est là qu'on atteint vraiment l'adoption du réseau, la véritable adoption et l'innovation. Et je pense qu'au cours des 5 ou 6 dernières années, les protocoles blockchain ont eu une interface utilisateur médiocre, voire nulle. Si tu dois aller sur MetaMask et cliquer sur des boutons pour exécuter une transaction ou échanger quelque chose, ça n'a pas de sens. Et je pense que toute l'industrie a compris ce point. Donc, dans un an ou dans 5 ou 6 ans, il est probable que nous n'utiliserons même plus le mot blockchain. Cela deviendra la norme et la norme n'est jamais vraiment nommée de toute façon. Donc oui, Oui, je suis d'accord. Et le point sur l'expérience utilisateur est pertinent. Et c'est drôle le nombre de personnes à qui j'ai parlé dans ce domaine. Si je leur demande quel a été le plus grand défaut ou le plus gros problème de la blockchain au cours des 5 ou 10 dernières années, tous, sans exception, m'ont répondu l'expérience utilisateur. Elie Ben Sasson en a beaucoup parlé. Cela reste le plus gros problème pour nous à l'avenir. Écoutez, messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission. La conversation a été fascinante. Andrew, revenons à toi. Pour tous ceux qui s'intéressent à Nero, où veux-tu les diriger? Il n'y a qu'un seul endroit où les envoyer, c'est sur Nero.network. Parfait, très bien. Michael, as-tu un dernier mot à adresser au public? la seule chose que je puisse dire, c'est merci beaucoup d'être ici. N'oubliez pas d'écouter notre podcast New Era Finance. Nous avons 4 invités exceptionnels à venir. Alors cherchez-le simplement sur Twitter, YouTube, Spotify ou autre. C'est tout. Messieurs, c'était formidable. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir.